Salut tout le monde, aujourd'hui je souhaite vous faire découvrir le Cap Fréhel, qui est un endroit que j'affectionne tout particulièrement et qui se trouve à la frontière entre la terre et la mer. Et cette vidéo va commencer avec un petit tour en bateau. Bref, c'est parti. Et bien me revoilà sur la terre ferme, on est toujours au Cap Fréhel. Il y a un petit peu de vent évidemment. Et si on est ici, c'est pour parler d'un petit peu d'écosystème. Alors il faut savoir que les écosystèmes côtiers, ce sont de fines bandes de terre de quelques kilomètres au maximum et qui représentent en fait des mosaïques assez complexes d'habitat avec leur propre diversité. Et on en trouve plein de sortes, des estuaires, des falaises. Et ici, on parlera plus précisément de côtes rocheuses. Ce genre d'écosystème où je me trouve tout de suite est très particulier, notamment parce qu'ils sont exposés à plein de choses. Au vent, tout d'abord. Évidemment, vous avez remarqué dans le micro et puis sur ma figure, il y a beaucoup de vent tout le temps, constamment. Il y a aussi des changements météorologiques réguliers, je pense que ça aussi vous allez vous en rendre compte puisque on est en Bretagne quand même de toute façon. Et puis on pourrait citer plein d'autres paramètres comme le sel, l'iode, la marée, l'érosion, etc., etc. La lande qu'on trouve derrière moi, là ici au Cap Fréhel, est très particulière parce qu'elle est composée exclusivement de genêt et de bruyère. Le genêt, c'est plutôt ce qui est jaune, comme ça, et la bruyère, c'est plutôt ce qui est mauve, violet. On va trouver aussi également énormément de fougères. Il faut savoir que tout ce beau monde se contente d'un sol pauvre et apprécie plutôt les sols acides. Je vous dis ça parce que c'est un paramètre très important. On constate quand même que la lande, c'est une lande, elle est presque monotone et on trouve beaucoup les mêmes espèces. C'est pour dire à quel point il n'y a pas n'importe quelle plante qui s'implante ici. Il y a aussi des ronces. Parce que là, il y a un truc qui me pique le que c'est... Il ne faut pas être biologiste ou écologue pour remarquer qu'il n'y a dans cette lande qu'une végétation rase, il n'y a pas d'arbres. La raison est toute simple. Il s'agit principalement de l'action du vent qui empêche les arbres de pousser. Mais ce n'est pas tout à fait tout. La nature du sol joue un rôle. Ici, le sol n'étant pas spécialement épais, il est difficile pour un arbre de s'enraciner. Si je vous explique tout ça sur la lande, c'est pour vous démontrer l'importance de ce qu'on appelle les conditions dites abiotiques sur les écosystèmes. À savoir tous les paramètres comme la température, l'humidité, les nutriments, l'acidité, etc., etc. On parlera de conditions biotiques concernant toutes les interactions des espèces entre elles dans l'écosystème en question. Quelque chose qui est important de noter au Cap Fréhel, c'est que les oiseaux marins sont légion. Et c'est vraiment intéressant parce que ici, on se trouve devant la fauconnière qui est un rocher qui est séparé du cap. Du coup, on peut très bien les observer. Eux, ils sont tranquilles. Ils sont à l'abri des nuisances que peuvent causer l'homme. Et d'ailleurs, c'est un lieu de nidification. Alors là, on n'est pas du tout en période de nidification, je tiens à le préciser, parce que je tourne en plein été. Et cette période se situe plutôt au printemps, voire au début de l'été. Profitons-en quand même pour faire un petit peu de reconnaissance. Ça, c'est un goéland argenté. C'est très courant. Il a le dos plutôt argenté, bien vu. Il possède également une tache rouge sur le bec, c'est une sorte de cible pour les petits qui, en tapant à cet endroit, enclenchent la régurgitation. Lui, c'est presque pareil, c'est un goéland marin, les couleurs sont un petit peu différentes, son dos en particulier est plutôt bleu foncé, presque noir. Ça, enfin, c'est une mouette. En l'occurrence, une mouette rieuse avec son habit d'été. Nous avons vu dans la vidéo un peu plus tôt une autre espèce de mouette, la tridactyle,
Maintenant, vous saurez faire la différence, il faut dire que la mouette est quand même beaucoup plus petite que le goéland. Enfin, pour finir, maman, t'as vu, elle est bizarre la mouette. Non, jeune enfant, c'est toujours un goéland, mais juvénile, qui est donc tout brun. Et la prochaine fois que tu confonds mouette et goéland, je te balance par-dessus la falaise. Alors pour beaucoup, cet endroit semble un petit peu cacophonique, voire bordélique. Et pourtant, chaque oiseau s'y fait sa petite place, il y a donc une certaine organisation. Et cette place, eh bien chacun la défend. Et pendant la période de nidification, il est quand même très étonnant d'observer que les parents retrouvent très bien leurs petits, notamment grâce aux vocalises. Alors, évidemment, ce n'est que l'une des nombreuses adaptations dont je voulais vous parler concernant les oiseaux marins. Il y a quelques adaptations qui valent en effet la peine d'être connues. Parmi mes préférées se trouve la glande à sel, un organe qu'on retrouve également chez des reptiles et des requins. Chez les oiseaux, elle se situe proche des orbites oculaires, des yeux quoi. Elles ont un rôle très important dans ce milieu exposé au sel, puisqu'elle permet de les excréter lorsqu'ils sont en surplus dans le sang de l'animal. Les glandes débouchent sur un petit orifice situé sur le bec, où une solution incolore sortira par cette sorte de narine. Ce cormoran est en train de se faire sécher. Ce comportement lui permet notamment de retirer l'eau de la partie externe de son plumage. Comme beaucoup d'oiseaux marins, il possède une couche de plumes imperméable. C'est l'agencement de ces plumes qui crée des couches d'air isolantes, qui permet donc d'obtenir cette étanchéité. Cependant, le cormoran, contrairement à ses voisins, possède donc une bonne partie de plumes perméables, d'où le fait qu'il ait besoin de se sécher. Cela lui permet d'emmagasiner moins d'air dans ses plumes et le rend donc moins lourd, ce qui l'avantage pour plonger sous l'eau et donc se nourrir. Je pourrais en citer plein d'autres pour le plaisir, comme la forme des oiseaux nageurs, les formes des becs diverses et variées, ou encore les œufs piriformes, à savoir des œufs à la forme plus proche de la poire, qui, s'ils tombent, roulent sur eux-mêmes, au lieu de dégringoler la falaise parce qu'ils sont ronds. Et oui, même ça, c'est une adaptation. Souvent, quand on se promène sur ce genre de site naturel, eh bien on repère ce genre de panneau qui dit qu'il ne faut pas marcher à certains endroits. Alors essayez de les respecter au maximum, même si j'aime pas spécialement faire la morale, je trouve que ça sert à rien. Mais maintenant vous avez bien compris qu'au vu des conditions climatiques plutôt drastiques, il faut bien se rendre compte que cette lande met énormément de temps à se régénérer. Et donc il faut en tenir compte. Donc essayez quoi au moins, voilà. Je pourrais pas dire que je l'ai pas dit. Car l'importance de ce genre d'écosystème côtier est primordiale. Avec des parties difficilement accessibles pour l'homme, elles servent de refuge, pas seulement aux oiseaux, mais aussi aux coquillages, crustacés, poissons, ainsi qu'à certains lichens et algues. Tous les écosystèmes côtiers sont des réservoirs de biodiversité, des nourrisseries, essentielles dans le cycle de vie de bien des espèces, que les activités anthropiques, humaines donc, mettent malheureusement à mal. Avant de repartir, je laisse quelques instants la science de côté. Même s'il existe à travers le monde des endroits plus impressionnants, le Cap Frêle représente à mes yeux un lieu tout à fait singulier. Quelque chose nous entoure, de noble et puissant, témoin de l'épique et âpre combat se jouant entre la mer et la terre. Il restera pour moi le plus bel endroit qu'il m'ait été donné de voir. C'est chez moi.